d'abord solliciter votre indulgence, parce que, comme quelqu'un l'a dit, la vieillesse, c'est un naufrage. À 76 ans passés, je suis obligé de vous lire lentement le message que j'ai prévu de vous apporter, simplement parce que la vision se trouve. Mais enfin, il faut faire avec, et merci pour votre indulgence. Honorables invités, chers compatriotes, mon cher Kovalin Tchivinda, qui a le mérite de représenter ici les initiateurs de cette réflexion. C'est porteur d'un sentiment patriotique que nous avons accepté d'assumer la présidence d'honneur de la présente et méritoire réflexion sur la place de la tribalité dans le développement des États-nations en Afrique post-indépendance. Toutefois, nous devons préciser que cet honneur revient à une structure nommée Centre de mémoire et de réflexion pour l'action des Congos, CEMERAC, dont l'ancien secrétaire général qui aurait pu être avec nous ici a été empêché pour raison de service. Le professeur Baya Bonaventure a été secrétaire général au moment où nous avons réfléchi sur ce sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, que nous reprenons aujourd'hui. Un dysfonctionnement fait que nous ne pouvons pas vous remettre cette réflexion qui avait déjà été imprimée, préparée pour vous. Mais c'est une chose promise, vous l'aurez certainement dans les prochains jours. Mais c'est ainsi honoré que nous vous accueillons ici et que nous vous saluons très respectueusement, très amicalement. Le sujet soumis à votre concertation débat semble une généralité dans toute l'Afrique, dont les frontières des États-nations avaient été arbitrairement établies lors des conférences de Londres et de Berlin, que nous connaissons tous, par l'ordre colonialiste, qui harmonisait le partage des intérêts des puissances coloniales en disloquant l'unité millénaire des nations, des peuples et des États précoloniaux au sein de nouveaux ensembles de créations artificielles, dites États-nations, après les indépendances formelles. Ce sont les portions de ces nations, de ces peuples éclatés, qui ont été réduites à l'état d'ethnie ou de tribus dans les discours politiques, avec des adjectifs diabolisants comme tribalistes, régionalistes. Mais avant d'aller plus loin, permettez que nous situions le concept même de tribu, qui, à notre sens, ne serait jamais assez digne pour traduire notre réalité, la réalité des peuples kémites du bassin du Congo. Le Larousse du XXe siècle, nous le savons, nous apprend que, partant du latin tribus ou tribus, la définition retenue pour tribu signifie peuplade relativement à une grande nation dont elle fait partie. Et ce même Larousse définit peuplade par groupe d'humains ne formant qu'une société incomplètement organisée. Je crois que c'est bien de le relire. Groupe d'humains ne formant qu'une société incomplètement organisée. Or, par exemple, l'histoire de l'ancien royaume du Congo dont je descends, comme Grand Otela, prouve qu'en nul autre second, le royaume était doté d'une organisation très structurée,
autour d'un pouvoir central dépositaire d'une culture brillante. Et que la destruction du LIMBA, l'institution de formation des cadres du royaume, a constitué, selon Georges Balandier, un africaniste bien connu, l'un des plus grands maux qu'on ait infligé à Convient Tortella et au royaume. Il s'agit d'un caviar culturel, du point de vue de l'intériorité subjective qui a produit et légué à la région cette force civilisatrice qu'est le Kimuntu, Bomoto en lingala, dont les mamelles sont le Kimpere, étymologiquement gestion de ce qui émerge du néant, c'est-à-dire la spiritualité, Kimazayo, gestion du savoir, Kimaya, gestion de la gouvernance. Vous comprendrez alors qu'en tant qu'héritier parmi tant d'autres de l'ancienne nation aujourd'hui éclatée en 3 ou 4 nations, je ne puisse trahir ma prime culture en qualifiant les groupes humains de la région de peuplade. Et je sais qu'il en est ainsi du royaume Teke, du royaume de Luango, et tout le royaume que l'histoire reconnaît l'existence en Afrique avant l'ère coloniale. Par conséquent, ni mes anciens, ni mes compatriotes n'appartiennent à aucune peuplade et par suite logique à aucune tribu au sens où l'entend le Larousse. Or, cette définition du Larousse fonde aujourd'hui encore le discours, et cela dans le prolongement des objectifs coloniaux d'hier. Il s'agit d'un ghetto conceptuel dans lequel il ne fait pas bon d'évoluer. Il s'agit d'une égression lamentable infligée à la mémoire de nos anciens. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je vous invite à procéder à une translation somme toute simple, c'est-à-dire remplacer dans nos schémas conceptuels cette histoire de tribu par ethnie, tribalisme par ethnicisme, tribalité par ethnicité, tribal par ethnique. Cela recouvre mieux notre réalité des États-nations. Et c'est ici qu'il faut remonter et dire notre accord avec René Dumont, que vous vous souviendrez, qui a dit, crier le premier à Cascou, l'Afrique noire est mal partie. Précisons en ajoutant qu'elle n'est pas seulement mal partie au niveau des choix de ses priorités économiques, le développement économique et social, elle est surtout mal partie originellement au niveau de la consécration de ces faux ensembles en État-nation qui en fait une espèce d'avorton. L'Afrique a été comme habillée et chaussée dans l'urgence de constitutions et d'institutions prêtes à porter. Pas du tout à sa mesure que seule une élite instruite et assagée par l'expérience sait prendre au moment convenable. L'Afrique accédant à l'indépendance n'a eu ni le choix, ni le temps du choix, ni l'expérience du choix pour réfléchir à ce qui devait être meilleur pour elle. C'est pourquoi des initiatives comme celle-ci sont tout à l'honneur de notre élite, fût-elle jeune, du moment qu'elle affiche sa prise de conscience. Maintenant, l'élite africaine est nombreuse et hautement qualifiée. Il est déjà largement temps pour l'élite congolaise en particulier de multiplier la réflexion pour que des choix éclairés viennent vite sortir de l'Afrique et des pays qui marchent encore à tâtons. C'est certainement pour se démarquer des connotations et des fautes originelles que l'on vous a proposé le mot tribalité pour positiver
et qualifier la revendication de l'appartenance ethnique en ce que l'on veut qu'elle porte de légitime et de noble au cours de cette réflexion et après cette réflexion. Cependant, la réflexion se limitera modestement, je pense, au seul cas de la République du Congo-Brazzaville, dans le but d'aider à mieux comprendre une situation contentieuse et récurrente depuis l'avènement de cette entité en 1959 et qui en est à sa 6e constitution sans avoir réussi à former une nation intégrante ou intégrée de manière convaincante définitive. Et de fait, ce sujet a engendré plusieurs écoles de positionnement sociopolitique dont les réponses proposées nourrissent les débats et la consistance des camps politiques opposés. Première école, où le camp de la raison de l'État, de la force qui doit être faite à la loi, de la raison du plus fort par le fait accompli, même si à l'origine de la raison d'État, il y a faute de l'État et pire, crime d'État contre l'humanité comme le colonialisme et la guerre assujettissante. Les partisans et militants de cette école soutiennent que par la force de la loi et le temps passant, le temps qui passe aidant, auront raison de ceux qui, discriminés, désavantagés, assujettis à un ordre auquel ils n'adhèrent pas, finiront par lâcher prise et laisser s'installer l'ordre édicté par la raison d'État. Une nation, de fait, sera quand même née et vivante envers et contre tout. Deuxième école, l'école des irréductibles résistants à l'ordre colonialiste, des conservateurs de l'ordre ethno-linguistique. N'ayant plus la force de la loi avec eux, ils souffrent de l'érosion de leurs us et coutumes engendrée par la pression des libertés et des changements permissifs. Ils souffrent surtout de ce que n'est pas pris en compte constitutionnellement pour le partage du pouvoir d'État, leur ordre représenté par les notables de la juridiction authentique précoloniale, ayant en son sommet des rois, le Makoko, le Makongo, le Malwa. Et aucune constitution n'a fait place des relations qu'elle crée ou qui existent avec cette État colonie. Les partisans de cette école soutiennent que les nouveaux États-nations de création artificielle sont de toutes les façons condamnés à terme à disparaître, tant ils n'arrivent pas à fusionner les diverses entités identitaires que comprend le territoire national. Et cela à cause des traitements sociaux, politiques, discriminatoires faits par les porteurs du pouvoir d'État à ces entités collectivement prises et ou à leurs ressortissants individuellement considérés. Il apparaît alors le phénomène de traitement tribaliste infligé par les tenants du pouvoir d'État à tout ce qui ou à tout un chacun qui ne lui est pas soumis, assujetti, acquis. Et en retour, on observe une revendication ou une accusation antitribaliste de la part de toute présumée victime. Tout comme on observe les oppositions tribalistes engendrées par le seul fait que le récipiendaire du pouvoir d'État n'appartient pas à l'ethnie ou à la région des opposants. C'est dire que le tribalisme ne se manifeste pas qu'en sens unique. Tous les chefs d'État qui se sont succédés au Congo-Brazzaville ont été accusés, à tort ou à raison, de pratiques tribalistes et déchus du pouvoir comme tel. Le pouvoir en place actuellement n'est pas exclu de ces pratiques, il est donc conséquemment décrié comme un pouvoir tribaliste.
Troisième école, l'école ou le camp des profito-situationnistes, comme les Congolais en ont inventé le mot. Les profito-situationnistes, c'est les opportunistes de tout régime qui, pour manger à la soupe de tout pouvoir établi, ni à coup de trompette, voire même à coup de canon, la pratique du tribalisme par le pouvoir en place qu'ils soutiennent, qu'ils servent comme bouche-troute ethnique. Pour eux, la nation est bien constituée et à la satisfaction de toutes les composantes de l'unité nationale. Le pouvoir en place, quel qu'il soit, du moment qu'ils sont rassasiés, est représentatif et bon gestionnaire. Ils sont le produit de la première école. Ils faussent la réalité de la dole sociopolitique qui tient en échec la construction de l'unité de la concorde nationale sur les bases d'une inévitable association des composantes ethnologiques du projet de nation. Dans tous les cas, on est obligé de reconnaître honnêtement que le phénomène du tribalisme est une réalité présente et sa principale victime est l'ethnicité, l'appartenance à un peuple ancestral qui les diabolise et punit. On ne peut pas accéder au pouvoir d'État parce qu'on est d'une telle ethnie, on ne peut pas bénéficier des bons services du pouvoir, même quand on y a droit ou qu'on le mérite, parce que simplement on est de l'ethnie ou on n'est pas de l'ethnie de celui qui exerce le pouvoir d'État. La vérité, c'est qu'il y a des silences et des omissions dans la constitution congolaise qu'il faut à tout prix combler et vous réparer. Il faut donner à l'ethnicité, au peuple et aux nations précoloniaux une place dans la Constitution et des institutions géopolitiques appropriées par lesquelles ils expriment et réalisent leurs besoins de développement socio-économique et qu'ils exercent leurs prérogatives identitaires spécifiques compatibles avec leur adhésion volontaire à l'unité et à la concorde nationale. Il est patent que le tribalisme crée une instabilité des institutions et des situations socio-économiques, surtout quand il se manifeste violemment. Ce qui est très peu incitateur pour les investisseurs étrangers, autant que nationaux, et entrave par conséquent les progrès au plan du développement global d'un pays. Ce qui veut dire en clair qu'un projet de nation mal constitué à l'origine est promis à l'échec. Beaucoup trop d'exemples sont donnés dans le monde pour qu'il en soit exception au Congo. Dans ce cas, les forces constructrices et productrices passent le plus clair de leur temps à se déchirer, à se suspecter des intentions malveillantes. Les gérants du pouvoir d'État accordent leur priorité à la recherche des solutions de leur sécurité. Et ce n'est ni plus ni moins que du temps perdu dans tous les cas. Cette réflexion se tient en France, au siège de la Révolution de 1789. À l'école des places de la Nation et de la Concorde, on le vit à Paris, avec ses hôtels symboliques représentant Bordeaux pour les Girondins, Nancy pour les Lorrains, Strasbourg pour etc. Marseille. Elle se situe aussi après un ressentiment de besoin de débattre de l'identité nationale française et surtout au moment où des débats électoraux du pouvoir régional, que l'on dirait ailleurs en Afrique un pouvoir régionaliste ou tribaliste. Les mauvaises langues ne manqueront pas de voir en cela du copier-coller sans mérite pour notre réflexion d'aujourd'hui. Nous préférons voir en tout cela la preuve manifeste et encourageante d'un partage positif possible du pouvoir d'État entre les
l'État et les composantes autochtones de l'unité de la concorde nationale. Quand on observe la contribution de ces entités régionales à la dynamique admirable de développement socio-économique global de la nation française, c'est-à-dire la contribution de l'ethnicité au développement de la nation française, force est de reconnaître que c'est là certainement l'exemple de la solution qu'il faut à la constitution de la nation au Congo-Brazzaville. Libéré des privations constitutionnelles et institutionnelles et pourvu de moyens équitablement partagés par l'État, les entités identitaires sont des forces productrices dans leur espace territorial qui devient des pôles de développement participant concurremment à la construction nationale. Mais résoudre la question de la place de l'ethnicité dans la construction nationale en République du Congo-Brazzaville, c'est aussi être assuré de l'appui de la France politique, c'est-à-dire obtenir l'initiative ou la participation active de la France à une garantie internationale d'élections démocratiques libres, transparentes, équitables et sécurisées qui redonnent à l'électeur congolais le pouvoir de réformer librement à sa convenance les choses constitutionnelles. Mais la France des intérêts d'État ou des lobbies militaro-industriels le voudra-t-elle? Il existe au Congo-Brazzaville et en Afrique des consciences éclairées et animées par la volonté de corriger pacifiquement la mauvaise constitution et le mauvais fonctionnement de l'unité et de la concorde nationale, comme en témoigne l'initiative de cette réflexion que nous devons à l'esprit militant de M. Kovalen Chibinda, ingénieur de sa qualification universitaire et chef d'entreprise bien inspiré, mais qui est surtout, avant tout, citoyen de Luango, comme dirait le poète Chikaya de Boavir, Muncham Ikele, tout comme s'en préoccupe, entre autres, le Sénégal, la cité, civilisation et identité Teke, la culture et civilisation Luango, pour donner un projet de la nation à la République du Congo, pendant qu'il est encore le temps de le faire en paix, une réalité viable, pacifique et productive de bien-être de ces populations. Mais il faut, juste pour cela, une volonté et un courage politique, donnant aux Congolais des élections vraiment libres, transparentes, justes et sécurisées, qui expriment la volonté du peuple prime souverain. Je vous souhaite un bon débat dans un esprit constructif. Je vous remercie.